Bonjour à tous. Bienvenue à la Maison du développement durable pour cette conférence Réduction du pétrole, quelles économies pour le Québec, organisée en collaboration avec le Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. Donc, je me présente Evelyne Ferland, je suis la directrice communication et programmation de la Maison du développement durable. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Maison est un lieu d'échange, de rencontres et d'innovation sur le développement durable et la programmation est une des façons qu'on utilise pour remplir cette vocation. Je tiens à souhaiter la bienvenue à vous tous ici présents, mais aussi à saluer toutes les personnes à travers le Québec, les différents membres des différents conseils régionaux en environnement qui nous regardent en ce moment en web diffusion. Tous les amateurs de Twitter pourront aussi tweeter en direct avec le hashtag MaisonDD. Donc, juste avant de céder la parole à nos intervenants, vous allez recevoir, je vous informe que vous allez recevoir un courriel de notre part après cette activité. C'est un courriel de sondage, c'est 3 questions. On aimerait savoir ce que vous avez pensé de l'activité d'une part. Quel type d'activité vous aimeriez voir organisée dans la programmation de la Maison du développement durable? Et enfin, savoir de quelle façon vous êtes venus à l'activité parce qu'on a une programmation 2014 qui est carboneutre. Donc, avec notre partenaire Platenaire, on fait le calcul de vos émissions de gaz à effet de serre pour venir à nos activités. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre animateur, M. Hugo Séguin, conseiller principal chez Copticom, qui pourra vous entretenir tout au long de cette conférence. Merci. Merci, Evelyne. C'est moi qui parle, que nos invités, que je demanderais de venir à l'avant. M. Lapointe, M. Matuszewski, M. Bourque. Bonjour tout le monde à cet événement qui, semble-t-il, sera encore une fois un bel événement dans la programmation exceptionnelle de la Maison du développement durable. Très heureux d'être ici, très heureux de revoir des visages familiers. Ces événements attirent définitivement un beau public. Très heureux d'être ici, donc, à l'invitation du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec pour le dévoilement d'une pièce majeure, je pense importante, dans la réflexion que nous menons au Québec depuis déjà quelques années sur la nécessaire transition énergétique qui a lieu partout dans le monde, qui a lieu au Québec, et en particulier sur la réduction de la consommation de pétrole. Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, que je nommerai sous le nom de RN à partir de maintenant, rend public aujourd'hui une étude de modélisation des impacts économiques d'une réduction de la consommation de pétrole au Québec. Cette étude s'insère dans le cadre d'une initiative que le RN mène déjà depuis plusieurs années, qui s'intitule « Par notre propre énergie », menée donc à travers toutes les régions du Québec. Nous procéderons aujourd'hui au dévoilement de l'étude en compagnie de Philippe Bourque, qui est directeur général du RN, M. Denis Lapointe, il est maire de Salaberry de Valleyfield, il est aussi président de la Commission de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et de Jean Matuszewski, il est économiste, il est président de EEB Data, une firme connue et reconnue en modélisation d'impacts économiques et fiscaux. On m'a demandé de vous présenter brièvement le contexte dans lequel s'insère l'étude qui est présentée. Par la suite, Philippe Bourque en dévoilera les faits saillants, les grandes conclusions, la méthodologie. Nos invités seront appelés à les commenter et je me retourne vers vous dans la salle pour une période d'une dizaine de minutes, quinzaine de minutes pour prendre vos commentaires, prendre vos questions à l'intention de nos conférenciers. Ça vous va? Excellent. On peut changer l'acétate, s'il vous plaît? Oui. Alors, le premier graphique montre bien l'importance du pétrole dans notre structure de consommation d'énergie au Québec. À peu près 40% de nos besoins énergétiques sont comblés par le pétrole. Seule l'électricité au Québec, c'est l'hydroélectricité à 98-99% qui fournit nos besoins d'électricité. Seule donc l'électricité prend une place légèrement plus importante dans notre mix énergétique ici au Québec. Si on peut dire qu'on est grosso modo, c'est vrai et c'est pas vrai, mais qu'on est grosso modo autosuffisant au niveau de la consommation d'électricité ou de la production d'électricité au Québec, c'est pas du tout vrai pour la consommation d'hydrocarbures que nous importons à grands frais pour tous les postes d'hydrocarbures, que ce soit du gaz naturel, que ce soit du charbon ou que ce soit du pétrole.
Notre pétrole, on l'importe, ça change beaucoup avec les années. Ces temps-ci, changez l'acétate, s'il vous plaît. Oh, non, revenez, désolé. On pensait montrer l'acétate de la provenance des sources, mais imaginez-vous, au niveau du 38,12 du pétrole, que 41 de ce pétrole-là vient d'Algérie, une partie importante vient du Kazakhstan, une partie de plus en plus faible du pétrole que nous raffinons, que nous consommons, vient de la mer du Nord. Ce sont des champs pétroliers qui sont en déclin rapide. Et on le sait peu, mais je pense que ça vaut la peine d'être mentionné, une partie importante, autour de 7 de notre consommation de pétrole, provient des champs pétrolifères au large de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, donc les champs d'Avalon et les champs de Hibernia. Le pétrole que nous importons, à toute fin pratique, c'est du pétrole à près de 80 que nous utilisons pour nous déplacer. C'est les véhicules de toutes sortes qui consomment 80 du pétrole que nous utilisons. Sur 101 millions de barils de pétrole que nous avons importés en 2012, il y a 78 millions de ces barils qui sont allés directement au secteur des transports. Évidemment, on parle du secteur des transports pour transporter des personnes à travers des véhicules ou des camions légers, véhicules utilitaires sport, camionnettes, une catégorie de véhicules en forte croissance depuis une vingtaine d'années. Partout au Québec, c'est vrai. Partout en Amérique du Nord, c'est un engouement qui ne se dément pas. Mais aussi, on s'en sert pour une portion importante pour le transport des marchandises, notamment le transport par camion. Donc, à toute fin pratique, parler de réduire la consommation de pétrole au Québec, c'est nécessairement s'intéresser à son utilisation dans le secteur des transports. Quand on regarde le tableau, on note, juste revenir s'il vous plaît, oui, on note une légère diminution de la consommation totale de pétrole au Québec. On le sait peu, on pense qu'on augmente de plus en plus notre consommation. Il en demeure pas moins qu'on voit une diminution assez marquée depuis 2007, à peu près essentiellement due à de la substitution d'utilisation de pétrole dans le secteur résidentiel, commercial et industriel, au profit de d'autres types d'énergie. Pour ce qui est de la consommation de pétrole dans le secteur des transports, cette consommation-là est en croissance régulière depuis plusieurs années, malgré des efforts importants, notamment au niveau des normes. Les normes ont été resserrées au niveau de la consommation des voitures, mais même ça, nous ajoutons chaque année à peu près 40-45 000 véhicules de plus au parc automobile. Ces véhicules sont souvent de plus grosse cylindrée depuis une vingtaine d'années. Ces véhicules parcourent de plus en plus de kilomètres et consomment de plus en plus de litres d'essence. Alors, c'est un peu ça qu'on voit dans le tableau qui peut changer d'acétate. Évidemment, cette importation-là de produits pétroliers a un impact assez frappant sur le solde commercial du Québec. Seulement en 2012, pour l'importation de pétrole brut et d'essence, nous avons sorti de notre portefeuille collectif 18 milliards de dollars pour acquérir donc du pétrole et de l'essence. Il y a un bien complémentaire évident au pétrole, c'est les voitures, les véhicules, et nous en avons importé pour 9 milliards. En tout, 27 milliards de dollars pour la seule année 2012 sont sortis de l'économie québécoise pour s'approvisionner en pétrole et en son bien complémentaire, qui sont les véhicules. En fait, je dis 2012, mais l'étude mentionne bien 2013, mes excuses. On peut penser que c'est bien beau, on importe, mais on exporte, c'est vrai, mais le solde commercial québécois, il est profondément déficitaire et depuis plusieurs années, nos principaux postes d'exportation sont incapables de compenser pour l'importance des importations que nous avons d'hydrocarbures et de voitures. Regardez le poste principal de nos exportations, des produits d'aluminium, 5 milliards, produits du papier, 3 milliards, les aéronefs, 5 milliards. Ensemble, c'est insuffisant pour compenser les importations de pétrole et de voitures que nous importons chaque année. 18 milliards de pétrole importé, un seul milliard d'hydroélectricité exportée. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux. C'est ce que commence donc à documenter l'étude qui est présentée aujourd'hui. Je vous dirais qu'un des chiffres qui m'a le plus frappé dans l'étude, et vous le verrez là, je pense que c'est la page 16, c'est l'importance relative de ces importations-là dans le PIB du Québec.
Il y a 20 ans, nos importations de pétrole et de véhicules représentaient à peu près 1,5 % du PIB du Québec. Aujourd'hui, c'est 5. C'est un pourcentage qui est en croissance, qui grève l'économie du Québec. C'est de l'argent qui en sort et qui ne reste pas dans notre économie pour rouler dans notre économie et créer de la richesse. C'est un peu la prémisse de base de l'étude qui nous est présentée aujourd'hui. Dernière acétate, finalement. L'étude va aussi nous entretenir de certains autres impacts que des impacts économiques et fiscaux de notre dépendance aux hydrocarbures, notamment l'impact de notre consommation d'essence, de pétrole, produits pétroliers, sur la production de gaz à effet de serre. L'essence que nous mettons dans nos véhicules, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, ce n'est pas inintéressant de le voir comme ça. Réduire la consommation de pétrole au Québec, ça a des impacts sur l'économie, mais ça a des impacts aussi sur notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On connaît aussi les impacts sur la qualité de l'air et aussi la sécurité publique, la santé publique de notre dépendance aux voitures et aux hydrocarbures. Les coûts aussi liés au maintien des infrastructures de transport. Imaginez-vous l'inflation gigantesque pour certains travaux de réfection, notamment l'échangeur de Turcot, qui m'apparaît le plus beau cas d'inflation, de coûts d'infrastructure d'histoire récente, et sans parler, d'un point de vue géopolitique, géoéconomique, de la vulnérabilité d'une économie comme la nôtre à tout ce qui est fluctuation brusque des cours du pétrole, du prix du pétrole et de la disponibilité de cette matière première sur les marchés. En toute fin pratique, nous sommes otages au prix que nous chargent les producteurs de pétrole, soit à la pompe, soit aux raffineries. Voici donc pour une mise en contexte rapide de cette vraiment intéressante étude. Et passons maintenant aux résultats avec Philippe Bourque, directeur général du RNE. Philippe. Merci beaucoup, Hugo. Donc, d'abord, une précision sur les auteurs de l'étude. Donc, c'est important de le souligner. L'économiste principal qui a réalisé les travaux pour nous s'appelle Renaud Gignac, donc titre d'économiste conseil. Il a été assisté dans ses travaux par M. Gabriel Fournier-Filion, donc qui lui est analyste socio-économique. Et tous les deux ont été encadrés dans les travaux par Charles Séguin, qui est professeur au département de sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Et d'ailleurs, M. Séguin est avec nous aujourd'hui. Au niveau des objectifs de l'étude maintenant, je vous dirais, l'idée derrière ça, c'était surtout de valider une intuition relativement connue de tous, de la valider et de la chiffrer. Donc, cette intuition selon laquelle, effectivement, si on diminue les sommes d'argent qu'on exporte de notre économie pour se procurer des biens de consommation, dont les voitures et le pétrole, qui sont des gros postes de consommation, on l'a vu. Donc, si on diminue ces exportations de capitaux-là et qu'on garde ces capitaux-là dans notre économie, forcément, ça va générer des bénéfices locaux qui vont évidemment se traduire dans toutes sortes de secteurs, dont la création d'emplois, le revenu disponible pour les ménages, l'économie du Québec globalement, les finances publiques. Donc, c'est ça qu'on a voulu valider avec cette étude-là. On entend de plus en plus l'importance de réduire la consommation de pétrole, mais certains se disent « Ouais, mais est-ce qu'on est en train de se nuire sur le plan économique en faisant ça? » On voulait démontrer que non seulement on n'est pas en train de nuire, mais au contraire, on améliorait la situation actuelle. Au niveau de cette étude-là, on est parti de 3 scénarios. Donc, peut-être passer à l'acétate suivante, s'il vous plaît, qu'on présente sur ce graphique-ci. Donc, on a un scénario de référence qui est on pourrait appeler ça le statu quo. Comme vous voyez sur la figure, on a fait l'hypothèse que la consommation de pétrole dans ce scénario de référence-là demeurait relativement stable. D'une part, on l'a vu dans le graphique précédent qui a été présenté par Hugo, on voyait qu'il y a une réduction, une stabilisation de la consommation, mais surtout parce qu'il y a l'entrée en vigueur du système de plafonnement et d'échange sur les droits d'émission qui est déjà en vigueur, mais qui va aussi rejoindre le secteur de la distribution de l'énergie très prochainement et qui forcément va permettre de stabiliser la croissance de la consommation de pétrole dans le secteur des transports. Donc, on prend l'hypothèse quand même assez conservatrice qu'il y a une stabilisation et c'est de là qu'on fait l'évaluation des bénéfices économiques selon 2 scénarios. Le premier qu'on appelle modéré, qu'on voit sur la courbe ici,
Pour vous donner un aperçu de ce qui est visé comme cible, c'est relativement la même chose qu'ont suggéré les auteurs du rapport de consultation sur la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, qui a été dévoilé au début de l'année 2014. L'un de ses auteurs, j'ai vu, qui était dans la salle ici, M. Normand Mousseau. Je suis très content de le voir ici. En passant, c'est vraiment un des précurseurs au Québec, sinon le premier qui a mis le doigt sur cette problématique-là de dépendance au pétrole, de consommation et sur les bénéfices économiques qu'il pourrait y avoir à viser une réduction de cette consommation-là. Donc, essentiellement, le scénario modéré se colle à peu près sur la cible qui était proposée dans le rapport de la Commission. L'autre scénario, qui est le scénario soutenu, évidemment, c'est beaucoup plus ambitieux comme impact. Évidemment, c'est aussi beaucoup plus ambitieux en termes d'efforts, mais ça va donner des résultats beaucoup plus significatifs. Maintenant, c'est quand même peut-être un peu trop ambitieux dans une période aussi courte de 6 ans pour qu'on s'attarde sur les résultats. Donc, nous, on a choisi de s'attarder uniquement sur le scénario modéré, mais quand même, c'est quand même la cible que vise la Suède. Donc, pour vous donner un aperçu, là, il y a quand même des gens sur la planète qui visent une cible de cette ampleur-là. Peut-être qu'on pourrait, on le souhaite, éventuellement, tendre à s'approcher d'une cible comme celle-là. Mais, comme je vous dis, on a surtout focusé sur le scénario modéré. Prochaine acétate, on va voir les mesures de réduction. Donc, dans le modèle économique qu'on a utilisé, pour chacun des scénarios, on a fait tourner 3 mesures conjointement. Donc, chacune de ces mesures apporte une partie des réductions totales souhaitées pour atteindre une diminution de 12 % de la consommation de pétrole en 2020. Et là, on parle uniquement du secteur du transport des personnes. Donc, on ne parle pas du transport des marchandises, on ne parle pas de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, de substitution d'énergie dans le domaine du chauffage, ce genre de choses-là. Ici, dans l'étude, on s'attarde uniquement transport des personnes. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi qu'il y a le fait que le pétrole, c'est ce secteur-là qui est le plus déterminant dans la consommation. Ce n'est pas étranger au fait qu'on ait choisi aussi des mesures. Donc, on a 3 mesures, comme je vous disais, qui sont complémentaires. La première et la plus significative, c'est des efforts qui visent à réduire la consommation moyenne du parc de véhicules du Québec. La deuxième mesure, c'est une mesure qui vise à freiner l'augmentation du parc automobile. Donc, on n'est pas en train de réduire la taille du parc automobile, on est en train de diminuer sa progression. Donc, au lieu d'augmenter de 1,5 %, ce qui est les prévisions actuelles, il augmenterait uniquement de 1 %. Mais on voit dans l'étude que ça apporte quand même déjà des bénéfices importants. Et finalement, la dernière mesure, c'est de l'électrification. C'est quand même une mesure, somme toute, assez modeste dans notre modèle, mais on en tient compte puisqu'il y a quand même un engouement, une logique ici au Québec par rapport à ce secteur de mesures. Si on arrive maintenant aux résultats, donc qu'est-ce que ça nous donne une fois qu'on a fait tourner ces mesures-là de réduction de la consommation, donc à la fois sur la consommation moyenne des véhicules, la taille du parc automobile et finalement l'électrification, on obtient les chiffres suivants. Donc, dès la première année d'une stratégie de réduction, on obtiendrait des gains sur la balance commerciale de 1,4 milliard. Donc, il y a 1,4 milliard d'argent qui ne va plus à l'étranger pour acheter du pétrole et des voitures et qui reste dans l'économie du Québec. Cet argent-là, donc, fait rouler l'économie d'ici, permet de créer des emplois, des retombées fiscales, ce genre de choses. Graduellement, plus les mesures se mettent en place et apportent des bénéfices, on atteint en 2020, donc 6 ans plus tard, un bénéfice sur la balance commerciale de 5,2 milliards, ce qui donne 20 milliards ou à peu près sur ces 6 années-là. Donc, c'est vraiment de là que partent les gains économiques. Donc, tous ces 20 milliards-là sur 6 ans sont investis dans l'économie locale et permettent de créer des emplois. Justement, la prochaine acétate, on voit l'impact de ces mesures-là sur la création d'emplois. Donc, dès la première année, environ 10 000 emplois qui sont créés grâce à cette injection d'argent, appelons ça argent neuf, 1,4 milliard qui est plus dépensé à l'étranger, il est dépensé ici, génère la création de 10 000 emplois. Et ça, c'est des emplois partout au Québec, là. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut mentionner. On n'est pas en train de favoriser tel ou tel secteur. C'est une dispersion de ces emplois-là dans tous les milieux. Et je pense qu'il faut le reconnaître, le bénéfice d'une mesure comme celle-là en termes d'impact dans toutes les régions. Donc, graduellement, au fur et à mesure des années, comme les mesures apportent des bénéfices, bien, le nombre d'emplois croît pour atteindre un total de 130 000 après 6 ans.
Si on regarde maintenant du côté du budget du gouvernement du Québec, vous savez, c'est une préoccupation actuellement très, très grande de nos politiciens. On nous dit qu'on a un problème de déficit chronique dans les finances publiques. Je pense que c'est une réalité, effectivement. On cherche des moyens de juguler cette problématique-là, d'équilibrer. On ne voudrait pas proposer des mesures aujourd'hui qui viennent amplifier le problème, et tant mieux s'ils permettent d'améliorer la situation. Donc, lorsqu'on propose nos mesures dans le modèle, on obtient les chiffres suivants par rapport aux revenus du gouvernement du Québec. Donc, on voit les colonnes rouges à droite. Évidemment, c'est des pertes de revenus. Les politiciens, ils vont souvent s'attarder, malheureusement, uniquement à cette dimension-là, très, disons, assez en silo, de dire, bien, écoutez, je ne peux pas réduire ma consommation, je ne peux pas inviter les gens à réduire la consommation de pétrole, on va se priver de revenus sur la taxe d'essence, j'en ai besoin pour équilibrer mon budget. Effectivement, c'est une problématique, mais nous, on a voulu l'adresser et montrer que, par ailleurs, il faut aussi regarder quels sont les bénéfices qui vont être apportés en termes d'autres revenus pour l'État grâce aux emplois qui sont créés, grâce aux autres dépenses qui vont être faites dans d'autres secteurs, donc qui vont générer des revenus de taxes, grâce au fait qu'on va électrifier une partie du parc automobile, donc des revenus d'électricité en plus, et aussi des dépenses en moins en termes de santé publique, de sécurité publique, de qualité de vie, de réduction de gaz à effet de serre, et aussi et surtout en termes de besoins pour de la nouvelle construction d'infrastructures de transport. Donc, tout ça fait en sorte qu'on arrive à un équilibre, somme toute, entre les dépenses additionnelles, ou en fait les pertes de revenus et les gains de revenus, ce qui nous donne un impact relativement neutre, ou un gain, dans ce cas-ci, d'environ 300 millions sur 6 ans. Finalement, la dernière portion de l'étude regardait aussi la question des bénéfices pour les ménages, parce que les gens, évidemment, au-delà de nos problématiques économiques globales, de la santé publique de l'État, les gens aussi ont des dynamiques difficiles au niveau de leurs revenus, de leurs dépenses. Les gens sont de plus en plus endettés. Donc, on a voulu voir comment cet élément-là pouvait amener un nouveau souffle, disons, pour les ménages en voyant comment l'impact pourrait avoir sur leurs dépenses. Donc, une des statistiques intéressantes que, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu les médias, a suscité beaucoup d'intérêt ce matin, c'est le fait que le transport privé, donc ça inclut le coût de possession d'un véhicule, son utilisation, mais aussi les cartes de transport en commun, ce genre de choses-là, c'est le global, la moyenne. Ces dépenses-là, dans le budget de ménage, surpassent ceux de l'alimentation. Donc, les gens, en moyenne, au Québec, dépensent plus pour leurs besoins de déplacement que pour s'alimenter. C'est quand même une donnée frappante et qui permet, je pense, d'envoyer un signal comme quoi peut-être qu'il y a un ajustement à apporter à ce niveau-là. Et d'ailleurs, justement, les propositions qu'on fait dans l'étude, c'est de suggérer que si les ménages faisaient le choix d'un véhicule qui consomme moins, qui leur coûte moins cher en possession, en financement, il y aurait un gain, évidemment, en réduction de consommation de pétrole, donc moins de dépenses aussi en termes sur la balance commerciale, mais aussi une moindre dépense pour l'achat et la possession du véhicule, ce qui se répercuterait dans leur portefeuille. Donc, on évalue que pour les gens qui changeraient d'une catégorie de véhicule, qui partiraient d'un véhicule, par exemple, dans la catégorie des camions légers, pour une catégorie en dessous, on peut envisager des économies de 2 000 à 4 000 $ par année, ce qui est à peu près l'équivalent de ce que les gens dépensent actuellement en loisirs. Donc, c'est vraiment, je pense que le message aussi doit porter pour les citoyens à quel point une modification dans leur perspective en termes de mobilité peuvent leur apporter des bénéfices directement. Donc, si on termine, la dernière acétate, ce sont les faits saillants. Donc, je reviens avec ce que dit en gros l'étude. Cette réduction modérée de la consommation de pétrole au Québec en 6 ans, donc de 12 %, permettrait des bénéfices sur la balance commerciale d'environ 20 milliards de dollars, une évolution du PIB d'environ 1 % d'ici 2020, 130 000 emplois générés dans toutes les régions du Québec, et enfin, un revenu pour le budget du gouvernement du Québec d'environ 336 millions. Alors voilà pour ça. Je redonne la parole maintenant à Hugo pour la suite des questions. Merci, Philippe. Je vais poser à tour de rôle des questions à nos conférenciers. Je vais leur demander de répondre de façon brève pour vous donner le plus de temps possible d'intervenir par la suite. Première question pour Philippe. Ça me frappe beaucoup qu'une organisation dont l'objectif est de promouvoir, protéger l'environnement sort une étude de modélisation
Maintenant, pourquoi à ce moment-ci une étude? Bien, il fallait aller plus loin. Là, on avait une intuition depuis le début, une intuition qui était suffisamment grande pour que les gens disent « ça m'intéresse, je vais travailler avec vous sur ce sujet-là ». Maintenant, on sentait que pour aller plus loin, il fallait valider l'intuition, il fallait chercher des chiffres et que c'est ça qui allait nous amener à une étape de plus pour qu'on s'engage encore plus vers la réduction. En termes de réceptivité, on voit ce matin la couverture de presse à peu près exceptionnelle pour l'étude. Première page du Journal de Montréal, première page du Cahier économique du Devoir, RDI tout à l'heure, tout ça. Vous avez, avant de lancer l'étude, rencontré plusieurs intervenants, notamment des intervenants dans le secteur économique. Comment vous qualifieriez la réception que vous avez par rapport à des données comme ça? Bien, d'abord, je la qualifierais de très bonne. Je vous dirais qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que malgré qu'on avait cette intuition et qu'il fallait la documenter, une intuition d'écologiste, ça vaut ce que ça vaut. Donc, c'est pas suffisant non plus, même s'il est bien documenté, pour engager les gens puis les faire réaliser, de porter une attention. Donc, effectivement, on a voulu, avant de la rendre publique, passer un peu de porte en porte auprès des agents économiques, des gens qui sont au niveau décisionnel, des gens qui sont au conseil du patronat, par exemple, pour s'asseoir avec eux, en discuter, voir comment ils voient ça. Puis jamais on a perçu de leur part le sentiment qu'on était justement à côté de la traque. Je pense que les gens regardaient ça d'un œil vraiment intéressé, percevaient qu'on s'engageait dans une démarche qui était la même que eux, de trouver une solution à la problématique économique, mais qui nous satisfaisait dans la mesure où, en plus, on venait, grâce à ça, répondre aux impératifs environnementaux. Donc, on faisait vraiment la conjonction entre les deux. Merci beaucoup. Monsieur Jean Matuszewski, c'est votre travail de faire ce genre d'études-là. Vous en faites pour les gouvernements, les institutions, les grandes entreprises, tout ça. Ça sert à quoi, une telle étude? Et puis, est-ce que ça influence les décisions au niveau des décideurs publics et économiques? Mon Dieu, ça sert à quoi? D'abord, une modélisation statistique. Statistique, c'est vraiment c'est la base. Dans l'étymologie du mot statistique, il y a le mot État. Donc la statistique, c'est la science de l'État. La statistique sur les rentrées monétaires pour un gouvernement, rentrées et sorties monétaires, c'est un passage obligé, c'est un passage incontournable pour avoir un dialogue avec les différentes parties prenantes, mais également, si on parle de l'État, avec les commis de l'État, donc les hauts fonctionnaires, les équipes d'analystes dans les différents ministères à vocation économique. Donc c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment la base. Excusez-moi, deuxième sous-question. Bien, effectivement, à quoi ça sert une étude comme ça? Mon Dieu, ça aide, je vous dirais, peut-être les chiffres sont certainement importants, mais ce qui est tellement important, c'est de pouvoir, je vous dirais, structurer les esprits. C'est de pouvoir, idéalement, avoir des hypothèses qui sont rassembleuses, et par rassembleuses, je veux parler des différentes parties prenantes. Et là, je vais donner l'exemple bien spécifique de la période de l'analyse. Une période d'analyse courte, comme celle qu'on a actuellement dans le cadre de l'analyse 2015-2020, est certainement très intéressante sur le plan de l'urgence, sur le plan de la mobilisation. Cela dit, une période d'analyse plus longue peut permettre d'aller chercher l'intérêt d'autres parties prenantes. Alors, je vais être plus précis et peut-être plus clair. Vous savez, la plupart des agents économiques ont déjà fait leurs décisions budgétaires en ce qui concerne la décision de pétrole pour les 5 prochaines années. Les entreprises ont fait leurs décisions pour les choix d'achat de camions. Et quant aux consommateurs, ben, mon Dieu, la petite famille qui vient d'avoir un enfant qui habite dans la banlieue, ils viennent de vendre leur petite voiture pour s'acheter une minivan. Ben, le problème, alors ce qui fait que si on est capable de proposer une période dans laquelle les différents agents économiques peuvent envisager une transition, ben mon Dieu, on vient d'ouvrir comment je pourrais dire, l'intérêt de l'étude à bien plus grand que ce qui avait été envisagé initialement.
Excellent. Si vous aviez à continuer le travail et à peaufiner davantage, raffiner cette étude-là, vous travailleriez sur quoi? Très clairement, la question des questions des finances publiques pour des raisons évidentes. Donc, le PIB, c'est bien, l'emploi, évidemment. Les finances publiques, au moment où on se parle, c'est évidemment absolument critique. Politique publique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire politique fiscale, ça veut dire politique budgétaire. Politique fiscale, il faut d'abord comprendre que c'est une vache à lait pour le gouvernement, que les taxes sur le gouvernement. Donc, par quoi on la remplace, par quoi il est réaliste de la remplacer, par quoi il est réaliste de la remplacer, et surtout de s'assurer que les revenus de taxes vont être au rendez-vous mois après mois. Le gouvernement doit aller chercher à chaque année environ 60 à 70 milliards d'argent pour faire tourner la machine. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation sur les rentrées de fonds. Ça, c'est sur le plan fiscal. Sur le plan budgétaire, c'est sûr qu'il y a des économies, il y a des coûts évités. On va peut-être avoir moins de dépenses d'infrastructures, mais en même temps, et puis surtout, c'est une période très courte, la transition. Si on se trouve, en fin de compte, impacter négativement les industries telles que la construction ou le génie civil, ben, mon Dieu, comment est-ce qu'on va avoir besoin, quand je dis on, c'est le gouvernement, de mesures budgétaires pour aider ces entreprises et ces travailleurs à faire la transition. Donc, ce sont des dépenses budgétaires qu'il faut absolument tenir en compte. Autre élément difficile, si on parle de transport en commun, etc., de ne pas parler de tarification. Alors, c'est difficile d'éviter le sujet là-dessus. Et en regardant les différentes options qui sont possibles. Et là-dessus, vous savez, il y a plusieurs villes dans le monde qui commencent à regarder même des tarifications gratuites. Et pas si loin que nous, hein, pour le transport en commun. Il y a Calgary, il y a Winnipeg, Baltimore, Pittsburgh. Alors, très bien, c'est efficace, mais ça a un coût. Donc, ce n'est pas juste des coûts évités, il y aura également des dépenses budgétaires. Alors, plus une étude examine les rentrées et les sorties pour le gouvernement, les interrelations de ces différentes politiques, bien, le plus on pourra mettre le doigt sur le net, sur le revenu net pour les finances publiques. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Lapointe, vous êtes maire d'une municipalité de bonne taille, Salaberry de Valleyfield. Vous êtes président du comité environnement de l'UMQ. C'est évident que les municipalités sont en action sur les enjeux d'environnement depuis déjà un bout de temps. Pas toutes, mais quand même. Les plus grandes villes au Québec ont leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs, comme Montréal, Québec, ont leur plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Comment vous recevez, au nom du monde municipal, une étude comme ça et les faits saillants qu'elle contient? Je vous dirais d'abord que c'est une étude qui s'adresse à notre quotidien comme individu, notre quotidien comme citoyen d'une communauté, mais à notre quotidien pour ce qui est du Québec. Évidemment, le réflexe du pétrole ou le réflexe de l'automobile pour chaque individu, pour chacun de nous, c'est un réflexe qui ne nous amène pas à penser à réduction, qui ne nous amène pas à penser à utilisation plus rationnelle de nos voitures. On n'y pense pas, ces sujets-là. Et ce que ça nous ouvre comme horizon, cette étude-là nous ouvre de nouveaux horizons. Personnellement, avant de la lire, je n'avais pas d'idée de notre dépendance québécoise au pétrole. Je n'avais pas d'idée de la dépendance de chacun de nous comme individu à la voiture, à l'automobile. Puis je n'avais pas d'idée non plus aux tendances actuelles qui visent à passer, dans certains cas, des petites voitures à des voitures un peu plus consommatrices. Et dans ce contexte-là, quand on les lit, quand on lit le texte, puis quand on administre une municipalité, on commence à voir des images. Les images naissent dans notre tête, puis on se rend compte que voici de quelle façon on gère notre parc automobile, voici de quelle façon nos employés gèrent ou utilisent le parc automobile, et même pour moi, voici la façon que j'utilise ma voiture. Et là, il y a un tas d'images, évidemment, qui viennent, puis un tas de possibilités qui apparaissent dans ma tête, puis évidemment dans la tête des administrateurs dans un contexte comme ça. Je pense qu'il y a un grand réaliste. Puis en fait, c'est vrai, on a abordé la question de notre dépendance au pétrole d'une façon différente, peut-être pas sur le plan écologique, parce que, bon, parfois, sur le plan écologique, ça va être un peu plus philosophique, un peu plus large dans notre façon de penser, mais là, on vient nous parler de ce qui part de nos poches.
pour aller à un usage. Et quand on pense que on dépense plus d'argent pour le pétrole, pour la voiture, qu'on en dépense pour l'alimentation, qu'on en dépense pour les loisirs, il y a un grand questionnement qui est à faire. Et on en est là maintenant. Il y a un tas de possibilités qui s'ouvrent avec les propositions qui sont faites. Oui, il y a des choses qu'on peut éventuellement imaginer, changer dans nos façons de faire, individuelles et collectives. Il y a un travail à faire à partir de ce document-là. Quel rôle vous voyez jouer le monde municipal là-dedans? Est-ce que c'est un dossier, dans le fond, qu'on va laisser tout simplement au gouvernement supérieur et puis ils vont déterminer des normes, vous allez les suivre, ou vous voyez ça d'une autre façon? En fait, on a un rôle important à jouer. Il doit venir... il doit y avoir une démonstration qu'il y a une volonté politique, justement, qui est supérieure de changer des choses. Les moyens pour changer les choses, ils doivent être mis à la disponibilité, évidemment, des municipalités qui voient gérer le quotidien des gens. Mais encore là, il y a un grand rôle que les villes peuvent jouer dans l'aménagement de leur territoire. Il y a un grand rôle qu'elles peuvent jouer dans le changement des habitudes de vie de chacun des citoyens. On a des tendances qui ont commencé à se manifester, des aménagements de routes, des réductions de dimension de route, la mise en place de pistes de piétons, la mise en place ou le développement de réseaux cyclables. En fait, on commence lentement mais sûrement à approcher les citoyens d'un changement d'habitude de vie. Et ça, c'est un rôle important. Il y a des résultats aux actions qu'on a, mais si les paliers supérieurs nous donnent des incitatifs et mettent en place ce qu'on pourrait appeler, et on en parle assez abondamment dans ce texte-là, une économie verte. Je pense qu'avec des moyens supérieurs, des moyens fiscaux supérieurs, on pourra arriver à faire davantage pour convaincre les gens de diminuer leur utilisation de l'automobile, de diminuer chaque individu, chaque geste, chaque litre éliminé par l'individu, par des actions de l'individu, va avoir en bout de ligne un rôle important. 8 millions d'individus, c'est 8 millions de litres qu'on peut diminuer dans une journée. Bon, c'est un peu global comme impression, mais on peut aller aussi loin que ça. Donc, dans le contexte, les villes ont des rôles à jouer, les citoyens ont des rôles à jouer, et je pense qu'en passant par l'aménagement, en passant par les changements d'habitude de vie, en passant par l'activation de nos populations, on peut arriver à atteindre des objectifs qui sont, somme toute, réalisables dans ce qui apparaît dans ce document. Rapidement, est-ce que vous diriez que la discussion que le monde municipal mène actuellement avec le gouvernement du Québec au niveau de la réforme de la fiscalité municipale pourrait vous aider éventuellement à mettre en œuvre ça? Ce qu'on demande, ce que l'Union demande actuellement, c'est une remodélisation de la gouvernance, d'avoir plus de pouvoir, plus d'outils au niveau local pour pouvoir effectuer ces changements-là, pour pouvoir introduire justement des politiques où on en aurait la responsabilité d'introduire des politiques qui fassent que, vous avez un objectif de réduire le nombre de voitures qui s'additionnent d'année en année. Bon, par quel geste on peut poser, nous? Comment on peut réduire nos flottes, parce qu'on en a des quantités phénoménales, et j'imagine ce qu'on a chez nous en lisant tout ça. De quelle façon on peut changer, justement, les façons de procéder de nos pratiques d'exécution de travaux sur nos territoires. On se donne des exemples. Parfois, 4 camions pour réparer une fuite à une entreprise privée, il y en a 2 camions. Alors, à quelque part, si on a moyen de changer, si on a des outils pour changer ces habitudes-là, on va arriver à réaliser notre part d'économie. Si tout le monde, toutes les municipalités, il y en a 1104, si toutes les municipalités font leur petit geste, et si tous les citoyens de ces municipalités-là posent un geste concret, je pense qu'on peut arriver à atteindre des objectifs intéressants qui sont présentés dans ça. Excellent. M. Bourque, vous rendez public une étude qui est intéressante. Les données sont parlantes, elles sont perfectibles, mais elles sont là. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Je dirais, moi, j'ai comme 2 attentes à signifier. La première, c'est envers les autorités, les gouvernements, justement, qui aient suffisamment d'ouverture, d'écoute, puis d'attention envers cette étude-là pour qu'elle mérite, pour lui donner, disons, suffisamment d'importance et qu'ils puissent
eux-mêmes ensuite peut-être valider des choses. J'ai beaucoup aimé ce que M. Matuszewski a dit, c'est-à-dire qu'après ça, là, c'est important d'aller valider des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment, si on veut implémenter ça, éviter de créer des problèmes ailleurs? On parlait tantôt, j'ai aimé M. Lapointe qui dit qu'est-ce qui l'a surpris. Moi, ce qui m'a surpris dans l'étude, depuis 5-6 ans, on parle de réduire la dépendance des Québécois au pétrole, mais j'ai réalisé que la vraie dépendance, c'est le gouvernement qui l'a envers le pétrole, parce que justement, il compte sur le pétrole pour générer des revenus, pour équilibrer son budget. Dans ma perception, ça a complètement changé et ça rajoute des obstacles pour réussir à faire changer les choses, puisque lui, c'est lui qui contrôle, qui prend les décisions et en général, il voit tout de suite qu'il y a un problème. Alors, ça, on a un gros défi et ça va prendre d'autres études, beaucoup de convictions pour essayer d'avoir l'ouverture d'esprit pour voir ça différemment. Mon autre attente, c'est envers les gens qui sont, par exemple, ici aujourd'hui, des gens qui nous écoutent en ligne aussi. Je pense que c'est important, à partir de maintenant, je sais qu'il y en a plein qui rêvent qu'il y ait des changements qui se fassent dans notre mode de vie, dans notre économie, pour pouvoir adresser les enjeux environnementaux, pour voir les enjeux de société, d'équité, la problématique économique québécoise. Mon souhait, c'est vraiment que ces gens-là se disent, bon, mais moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux prendre ça. Souvent, on sent qu'on n'a pas d'importance, on n'a pas de contrôle, je peux rien faire. Puis là, on se dit, je peux rien faire, ça va mal, mais bon. Peut-être que là, on a une opportunité. Si on prend ce bâton-là, puis on se dit, dans mon milieu, autour de moi, je connais des décideurs, j'ai un rôle d'influence, je peux peut-être faire changer des choses. Donc, je compte beaucoup sur ces gens-là qui se disent, tout d'un coup, que je pourrais faire la différence. Tout d'un coup, comme moi aussi, en mettant l'épaule à la roue, on pourrait faire avancer les choses. Donc, je compte sur ça. Je compte sur les gens qui vont avoir, eux autres aussi, l'ouverture d'esprit, de voir dans ça une opportunité unique de faire la différence et d'enfin provoquer un changement qui serait bénéfique à la fois pour l'économie québécoise, la société et l'environnement. Merci, M. Bourque-Clair. On a 15 minutes ensemble. Il y a un micro. Qui tient le micro? Oui, parfait. Qui veut poser des questions d'entrée de jeu? Ah, mon Dieu, j'ai même pas besoin de briseur de glace. Excellent. Allons-y à tour de rôle. Cédric. S'il vous plaît, vous présentez et posez soit une brève question, soit accompagné ou pas d'un bref commentaire. C'est parfait. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Daniel Rousse, chaire de recherche en technologie de l'énergie et efficacité énergétique. D'abord, félicitations pour cette étude-là. Je trouve ça intéressant que quelqu'un qui s'intéresse d'abord à l'environnement fasse une étude économique pour démontrer que ça tient la route. Le commentaire que j'aimerais apporter, c'est que je me suis renseigné sur comment faire. Et à l'annexe 1, c'est très bien favorisé et tout ce qu'il y a là-dedans, mais ça coûte de l'argent. On pense tout de suite à notre mode, à nos subventions. Je ne vous ferai pas un résumé de ma carrière de 30 ans là-dedans, mais je suis arrivé à une seule conclusion. Vous achetez un véhicule de 30 000 $, il y a 15 000 $ de taxes. Vous avez 9 milliards de déficit commercial dû à la vente des voitures. Ça rapporte 4,5 milliards de taxes, roughly speaking. Ils ne sont pas tous faits à l'étranger. Vous prenez ces 4 milliards de dollars-là, puis vous les investissez en transport en commun. Il y a juste l'argent qui parle aux gens. Si jamais ça coûte aussi cher d'avoir un véhicule que de payer son logement, je pense que là, les gens vont péter aux frettes. On a tous une limite, hein, et il n'y aura pas d'autre chose. Okay. Deuxième mesure, un droit d'immatriculation proportionnel au carré de la cylindrée du véhicule ou du HP ou un truc comme ça. Mais il y a juste quand ça coûte cher, parce que favoriser, oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne tellement lentement. Ça prend des générations avant que ça change. Merci, M. Rousse, pour votre commentaire. Hugo, oui? Je me permettrais un petit commentaire là-dessus, parce qu'évidemment, dans l'étude, on peut appeler ça un défaut. Moi, je le vois comme une ouverture vers d'autres types de réflexions, mais effectivement, on n'a pas chiffré la valeur des alternatives. On a fait un peu comme Risky Business a fait l'été dernier, là, en dévoilant le coût de l'inaction au changement climatique. Donc, ils n'ont pas dit, en contrepartie, voici ce que ça coûterait pour agir. Ils ont voulu mettre des lumières sur quelque chose. C'est la même chose qu'on a fait. Je rajoute une attente que j'aurais. Si le premier pas, ce serait au moins d'arrêter d'amplifier le problème. Donc, de prendre l'argent public, privé qu'on investit. Je donne un exemple. On a un projet d'autoroute ici à Montréal, dans le nord de Montréal. Si on prenait déjà cet argent-là pour réinventer la façon de créer la mobilité, et donc en le mettant dans le développement du transport collectif ou d'autres façons de gérer notre mobilité, mais déjà, on aurait fait un grand, grand pas. Je pense que si, dans les prochains mois, on a stoppé l'hémorragie,
puis ça nous donne le temps de réfléchir à comment la diminuer. On aura beaucoup avancé. Puis ça, c'est de l'argent qui est, je ne dirais pas qu'il est disponible parce que c'est de l'argent, bon, mais au moins, on évite d'amplifier le problème avec de l'argent qui est malheureusement dans... Excellent. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Céline Martin, consultante en développement durable. Félicitations pour votre étude. Votre étude actuellement, elle s'inscrit dans une perspective québécoise. Et généralement, quand on parle d'efficacité énergétique, on se rend compte que, vu tous les projets qu'on peut voir à droite à gauche, on a besoin d'une stratégie canadienne en termes d'efficacité énergétique. Quels sont vos commentaires? C'est très gros, puis ça va demander du temps, mais comment est-ce que cette étude, comment est-ce que le fait de travailler avec le gouvernement québécois fait qu'on va réussir à pousser quelque chose de plus national, ou est-ce qu'on va se marginaliser? En tout cas, il y a toujours le côté de comment est-ce que le Québec devrait se positionner? Oui, bien, peut-être 2 éléments de réponse. Je dirais que, dans le fond, sur la question d'une approche d'efficacité énergétique, Hugo en a parlé tantôt, il y a quelque chose de continental qui se passe en ce moment dans l'efficacité des véhicules. Et on en profite déjà beaucoup et on va continuer à en profiter. Puis d'ailleurs, on en tient compte dans l'étude. On présume que ça continue. Donc là-dessus, il y a de l'harmonisation dans l'efficacité. En tout cas, pour le transport automobile, elle existe. Au niveau des politiques publiques, on a senti de l'ouverture au cours des derniers mois là, de la part du gouvernement canadien et plutôt des provinces canadiennes de se rallier derrière l'idée d'une politique canadienne de l'énergie. C'est tout à fait souhaitable. Le rôle du Québec là-dedans, on l'espère, ce sera de continuer d'être un leader, de tirer vers l'avant. Je pense que c'est son rôle, de voir vraiment comment on peut créer des opportunités. Puis l'étude, ce qu'elle vient de dire à tous ces gens-là, c'est qu'il faut arrêter de présumer que d'avoir une meilleure façon de gérer notre énergie, c'est mauvais pour l'économie. Et qu'on peut justement profiter d'une meilleure économie tout en réduisant la consommation. Et ça, j'espère que ce sera un message que le Québec portera pour le reste des provinces canadiennes à travers cette dynamique-là. Est-ce que nos 2 autres panélistes veulent ajouter quelque chose là-dessus? Ouais. Juste une réaction qui me vient à l'esprit. Si on parle de mode alternatif d'opération à l'énergie basée sur le pétrole. Le pétrole a cette fâcheuse caractéristique de parfois déjouer les prévisions. Et tout le monde avait en tête donc une augmentation inévitable, linéaire du prix du pétrole. Et on voit ce qui arrive, ces temps-ci avec une tendance qui pourrait durer plus longtemps que plusieurs le voudraient. Or, c'est pas la première fois que ça se produit. Dans les années 70, on avait eu un choc énergétique. Explosion de la recherche technologique dans le domaine des énergies alternatives. Et tout d'un coup, 7, 8, 9 ans après, le prix du pétrole retombe et casse toute une génération de renouveau technologique industriel basé sur les énergies alternatives. Donc, c'est un élément qui est un peu déstabilisateur, mais quelque chose qu'il faut tenir en compte dans les scénarios. Excellent. D'ailleurs, l'étude mentionne bien les tendances à la hausse du prix du pétrole, peu importe la conjoncture à court terme. Hein, les prévisions d'augmentation de la croissance de la consommation ont été révisées à la baisse très récemment, en fait la semaine dernière, mais il faudra pour moi que les grandes agences tablent sur une augmentation tendancielle importante du prix du pétrole au baril. Monsieur Lapointe, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, je voudrais juste rajouter qu'on peut parler de politique énergétique, puis le temps qu'on met en place des politiques énergétiques, il y a énormément de temps qui se perd, puis il y a énormément de litres qui sont utilisés aussi. Et le véritable changement doit venir du bas de la pyramide. Et on en parle, on sait chaque individu dans son changement de façon de vivre, de façon d'utiliser, de façon de travailler, de façon de consommer aussi, peut avoir un effet extrêmement positif sur ces objectifs de réduction-là. Alors, il faut, s'il y a du travail qui se fait à plus haut palier, il faut déjà, en même temps qu'en bas, les gouvernements locales, les individus qui font partie de ces communautés, qui sont de grandes utilisatrices parfois de pétrole, de véhicules,
faut que ça se passe là aussi. Alors, il n'y a pas de geste qu'on peut attendre. Moi, je pense qu'avec l'image qu'on nous a donnée là, on ne peut pas attendre. Il s'agit de commencer maintenant. Il y a des moyens tout à fait logiques, des moyens soft, excusez l'expression, de commencer à une démarche qui vise à réduire notre consommation. Intéressant. Vous dites, dans le fond, on n'attendra pas après l'évanescente possibilité d'avoir une stratégie nationale ou canadienne avant de bouger. Il faut bouger. Tout à fait. La stratégie viendra après, si elle vient. Excellent. Avec votre permission, je prendrai 3 questions dans la salle, 3 questions commentaires, et après ça, pour donner la chance à plus de personnes de prendre la parole, puis après ça, je me retournerai vers les panélistes pour y répondre. Bonjour, Coralie Denis, directrice du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Alors, je vous amènerai sur... mon point serait sur la deuxième mesure qui est freiner l'augmentation du parc automobile. Et M. Bourque mentionnait notamment le projet d'autoroute 19 dans la région de la Couronne Nord, Laval, qui coûterait pour 8 km pas loin pour un agrandissement de 500 à 600 millions de dollars. Alors, ma question est plus à M. Lapointe, c'est toute la question de se dire, on est aussi dans un moment où il y a beaucoup de projets sur la table, des projets majeurs d'agrandissement, de travaux autoroutiers, et on parle de la grande région de Montréal, mais on pourrait rajouter aussi Québec et d'autres grandes régions urbaines du Québec. Et donc, il y a des décisions qui doivent se prendre maintenant pour vraiment influencer ce deuxième point, parce qu'il faut absolument pas augmenter l'offre d'autoroutes si on veut aussi faire en sorte qu'on ait plus d'argent pour les transports collectifs et vraiment en mettre pour s'assurer qu'il y en ait. Alors, comment les municipalités peuvent-elles aider pour réellement faire ce choix et avoir donc des choix cohérents pour vraiment s'assurer qu'on aille dans le sens que l'étude montre? Merci, Mme Denis. Bonjour, René Audet, professeur à l'École des sciences de la gestion et nouvellement directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Merci pour ce rapport, cette présentation. Vous savez que je m'intéresse à ce que vous dites depuis un bout de temps. Je vous ai contacté. Je remarque depuis quelques années un virage dans la manière dont les ONG, entre autres, et les gens qui parlent d'environnement articulent leurs arguments, et c'en est un bon exemple aujourd'hui. Avec des arguments économiques, on promouvoit une position environnementaliste. On a Switch, qu'on voit souvent dans ces locaux, et qui a une posture assez semblable. Et j'avais l'impression qu'au gouvernement du Québec, on commençait à voir aussi un certain changement de mentalité. Ces arguments commençaient à avoir une certaine prise. Et dans le fond, je vais vous interroger sur vos perceptions de cette chose-là, parce que là, il semble y avoir une vraie ambivalence entre ce discours des technologies vertes, de la réduction de la consommation de pétrole, de la lutte au changement climatique, et de l'autre côté, vous me voyez peut-être venir, mais l'exploitation des hydrocarbures, les pipelines. Alors, comment vous voyez cette ambivalence? Comment les gouvernants, quand vous les rencontrez, disons, réussissent à articuler cette contradiction? Merci, M. Audet. Dernière intervention avant que je me tourne vers les panélistes. Oui, ici. Oui. Peut-être juste à côté. Bonjour, Miguel Tremblay. Un commentaire, une question. La question de la dame tout à l'heure soit par rapport à la stratégie à avoir au niveau du Canada. Je pense que le Canada fait plus partie, on l'a vu, concernant tout ce qui est pétrole, du problème que de la solution. Une des solutions pour le Québec, je crois, pourrait être carrément de sortir de la fédération pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs pour ces questions-là. C'était mon commentaire. Pour la question, c'est plus au niveau de la méthodologie. Dans votre étude, est-ce que vous avez considéré que tout argent économisé allait être nécessairement réinjecté dans l'économie québécoise? Parce qu'on sait que l'endettement des individus est énorme au Canada et au Québec. Donc, peut-être que cet argent économisé-là serait plutôt allé dans le remboursement de dettes plutôt que dans l'économie. Donc, est-ce que vous avez comment avez-vous considéré cet argent économisé-là dans votre étude? Merci. Excellent. Alors, sur l'indépendance du Québec, panel. Ah oui! J'attendais. Merci de votre commentaire, merci de vos questions. Vous avez été... Dans l'ordre ou dans le désordre? Dans l'ordre ou dans le désordre, ça sera aussi peut-être vos mots de la fin. Okay. Je commencerai par M. Matuszewski. Vous avez peut-être 2 minutes devant vous.
C'est sûr, sur la question des choix gouvernementaux, des tensions gouvernementaux entre, d'une part, l'économie verte et ses possibilités, de l'autre, l'économie existante et même les projets d'expansion des infrastructures. Il n'y a aucun doute, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. Comment est-ce que je pourrais dire? Si vous faites vos devoirs, à aller aussi loin que possible dans le coût net, les avantages nets de ce que vous proposez, ben mon Dieu, à l'autre partie de faire sa démonstration. Mais au moins, on parlera le même langage. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Lapointe. En fait, il y a une question qui m'a été posée, puis je vous donnerai un petit exemple. Quand on a conçu le réseau routier périphérique de Québec pour accéder justement au centre de Québec, on a conçu ce réseau-là pour une population de 1 million de personnes. On n'a pas encore atteint ça et on arrive à la fin, dans le fond, de l'équipement comme tel. Il faut penser à la rénover, toutes ces choses-là. C'est juste de dire qu'il faut peut-être commencer à réfléchir sur le genre d'installation ou le genre d'équipement dont on veut se doter et introduire toutes ces notions de transport, de les introduire d'une façon réelle, réaliste aussi, toutes ces notions de transport collectif et de faciliter ça dans le concept justement des ouvrages ou des autoroutes qu'on veut mettre en place. Ça ne veut pas dire quand on réduit le parc automobile qu'on va éliminer l'ensemble du réseau routier. Il va toujours être nécessaire de se déplacer pour de multiples raisons, mais il faut repenser le réseau routier à la fois intérieur des municipalités en fonction des usages qu'on peut éventuellement faire, en fonction des gens qui l'habitent, puis en fonction aussi d'objectifs particuliers de remettre à l'action ou de faire en sorte de développer une population qui est en santé. Si on veut une population en santé, il faut qu'il marche, il faut qu'il prenne le vélo, il faut qu'il évite en fait d'utiliser ou qu'il utilise le auto le moins souvent possible. Donc, il y a des concepts qui se confrontent actuellement, puis dans notre nouvelle approche à la fois municipale, mais à la fois nationale, du développement des réseaux routiers. Il va falloir qu'on considère ces aspects-là, parce que je pense qu'il y a des bureaux qui ne se parlent pas. Le bureau de transport en commun, il ne parle pas nécessairement à ceux et celles qui sont en charge du développement des réseaux routiers, et ainsi de suite. Alors, de se parler et de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation des concepts, puis qu'il y ait, dans le fond, une philosophie de base qui nous dirige vers un objectif de réduction des voitures. Je pense que ça peut arriver à faire des petits, finalement, chez nous. Merci, M. Bourg. Vous aviez deux questions en particulier. Vous avez le mot de la fin. Une question de métaux et une question de perception quant à l'ambivalence. Bien, sur la méthodologie, rapidement, de ce que j'ai compris, c'est que l'argent investi, elle est dans la structure économique actuelle du Québec, donc, et ça présume qu'il y a des dépenses qui se font à l'extérieur. Des gens, quand même, avec leur argent, ils vont voyager, par exemple. Donc, c'est forcément... Mais donc, on a un facteur de correction par rapport à ça, puis on utilise les mêmes qu'un peu tout le monde. Sur la question de M. Audet, je la trouve intéressante, puis je fais le pont sur le cloisonnement dont parlait M. Lapointe. Je pense que cette idée de cloisonnement-là entre le transport en collectif et routier est une belle démonstration de ce qui se passe dans l'appareil gouvernemental. Je pense qu'on a énormément progressé, effectivement, au niveau de la perception que certains ont des avantages et des bénéfices d'une nouvelle façon d'entrevoir le développement économique. Et le discours qu'on porte, que ce soit via Switch ou nous ou d'autres, il y a de l'écoute de plus en plus. Mais je dirais qu'on est à peu près à mi-parcours. Donc, il en reste encore la moitié du chemin à parcourir parce que malgré ça, ce cloisonnement-là fait en sorte que beaucoup sont encore séduits pratiquement uniquement par ce que j'appelle du plus de développement, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement de la nouvelle construction, des nouveaux projets, de l'investissement dans du béton pour que ça sonne positif pour l'économie. Et pour eux, réduire, ça sonne mauvais pour l'économie. Heureusement, je pense que cette étude-là, comme elle fait cette démonstration-là, et je pense qu'elle va nous amener justement à progresser encore plus, c'est de dire, attention, vous avez peut-être cette perception-là, cette intuition mauvaise que réduire, c'est mauvais. Nous, on est en train de dire que réduire, c'est plus. C'est plus dans les poches des gens, c'est plus dans l'économie du Québec,
c'est plus aussi pour les finances publiques, c'est plus d'emplois dans les régions. Et si on a réussi déjà à convaincre un peu plus de gens de ça et qui se donnent la peine de le regarder différemment, bien, ce choc qui existe encore là, entre les tenants du faire comme d'habitude et ceux qui disent non, il faudrait faire différemment, va peut-être évoluer enfin vers le bon. Parce que je pense que les Québécois, de plus en plus, ils l'expriment, ils disent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Là, il est temps de se rallier, tout le monde, sur qu'est-ce qu'on veut. Puis ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait rallier les gens sur qu'est-ce qu'on veut et faire avancer vraiment ce dossier-là. Merci, M. Bourque, sur cette finale inspirante, et c'est vrai. Merci à la Maison du développement durable de nous avoir accueillis. Merci à vous de vous être déplacés. Encore un bel événement. Et merci surtout aux panélistes et au RN pour l'étude qu'ils nous ont présentée aujourd'hui. Merci.